Voilà, bonjour, merci beaucoup. On va commencer par un nombre. Quelqu'un a une suggestion? Qu'est-ce que c'est? Beaucoup, ça c'est juste. D'autres suggestions? Ah, pas mal, exactement. Donc c'est exactement le nombre de fourmis sur Terre. Et le nombre c'est un nombre qui est difficile à comprendre en fait. Donc pour comprendre ce que veut dire ce nombre, j'ai fait un petit calcul. Et si on met toutes les fourmis sur Terre, les unes devant les autres, qu'elles se touchent comme ça, eh bien on obtient ça. On peut aller 165 fois depuis la Terre jusqu'au Soleil, aller et retour. Donc ça vous donne une idée du nombre en fait, parce que les fourmis c'est petit, mais on peut aller 165 fois aller et retour de la Terre au Soleil. Et en fait, ça veut dire que les fourmis, c'est quelque chose d'important sur Terre, et surtout sous les tropiques en fait. Sous les tropiques, c'est très très important. Et il y a un seul organisme qui a un peu une biomasse, un poids qui est similaire. Vers de terre, c'est pas mal, mais quand même pas. Champignons, c'est pas mal, mais on n'y arrive pas. On oublie les plantes, on ne va pas compter les plantes. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait? Les bactéries, je ne sais pas, on pourrait faire le calcul, je pense que ça aide beaucoup les bactéries, mais peut-être... Je pense que c'est un réel organisme, mais les bactéries, ça aide beaucoup. Mais quelqu'un a trouvé la réponse, c'est l'humain. Et l'humain, depuis la semaine passée, en fait, c'était jeudi passé, l'humain a atteint la même biomasse que les fourmis. Donc, on vient de rattraper les fourmis. Donc, en fait, les fourmis, c'est quelque chose d'important sur Terre. Il y en a partout. On peut les trouver dans tous les biotopes, sauf dans l'Antarctique. Et donc, on en parle depuis longtemps. Et on peut les retrouver dans la Bible, où la fourmi est employée comme un exemple pour l'humain d'un organisme qui est laborieux, efficace et qui travaille pour le bien de la société. On peut les retrouver aussi dans différentes cultures. On les trouve aussi dans la culture française. Par exemple, les fables de Jean de La Fontaine prennent aussi la fourmi comme un exemple d'un organisme studieux et qui travaille pour le bien du groupe et qui ne s'amuse pas comme la cigale et qui va ainsi réussir à passer l'hiver. On les retrouve aussi dans d'autres cultures, les Korans, dans la culture grecque ou chez les Dogons d'Afrique, où elles sont aussi employées comme rituel, par exemple en Amérique du Sud. Quand les jeunes hommes arrivent à l'âge de la reproduction, ils doivent passer par un rite où on prend des fourmis qui font extrêmement mal quand elles piquent, c'est des grosses fourmis comme ça, et on les met dans le dos en fait. Il y a quelque chose, une petite fourre qui est un habit, et on met les fourmis dedans, elles vont piquer parce qu'elles sont stressées, et ça fait extrêmement mal. Une abeille, ça fait un peu mal, mais ces fourmis, ça fait très 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 mal en fait. Et il y en a plusieurs qui vont piquer, donc ça fait des douleurs très intenses. On les retrouve dans le cinéma aussi, où il y a pas mal de films qui sont soit basés sur les fourmis, ou bien qui sont employés, comme dans le film de Buñuel ici, comme une petite étape dans différentes scènes. On peut les retrouver dans des livres qui sont sur les fourmis, dans des peintures. Il y a beaucoup de peintures de Dali, par exemple, sur lesquelles on peut voir des fourmis. Et en fait, les fourmis sont un des 4 groupes d'insectes sociaux, avec les guêpes, les abeilles et les termites. Et ce qui caractérise en fait ces organismes, c'est qu'on a dans la société un ou quelques individus qui se reproduisent, les reines, et l'essentiel des autres individus, les ouvrières qui ne se reproduisent pas. Et en fait, ça c'est quelque chose d'assez étonnant sur la vie sur Terre, parce que d'habitude, il y a sélection pour les organismes pour se reproduire le plus possible. Et sont en fait maintenant sur Terre les individus qui ont eu des parents qui se sont reproduits. Si vos parents ne se sont pas reproduits, vous n'existeriez pas. Et il y a une sélection pour une reproduction la plus grande. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et en fait, donc pour Darwin, c'est Darwin qui a développé la théorie de la sélection naturelle, qui a montré en fait que sur Terre, il y avait une compétition entre individus pour la reproduction, parce que les effectifs sont limités en nombre. Et donc, les individus sont en compétition pour la génération suivante. Et un organisme qui fait moins de bébés va laisser moins de descendants et ces gènes ne vont pas être transmis.
Et maintenant, on connaît que la sélection se fait au niveau des gènes. Donc, les gènes font que les individus sont sélectionnés pour se reproduire un maximum. Et pour Darwin, en fait, il avait pensé aux insectes sociaux parce que pour lui, c'était un problème. En fait, il s'est demandé comment est-ce que c'est possible qu'on ait des espèces chez lesquelles certains individus sont spécialisés pour faire des tâches pour le bien de la colonie, aller chercher de la nourriture, défendre le nid, mais qui ne vont pas se reproduire. Parce que chez beaucoup d'espèces, les ouvrières sont complètement stériles, donc elles ne peuvent absolument pas se reproduire. Donc, en fait, on peut se demander comment est-ce qu'un gène qui créerait une ouvrière pourrait apparaître, parce qu'un tel gène, en fait, ne va jamais être transmis. Et Darwin n'a pas trouvé complètement la solution au problème, mais il avait trouvé une assez bonne idée à ça. Il s'est dit qu'il faudrait que la sélection se passe au niveau de la famille. Et c'est William Hamilton qui, en 1964, a développé une théorie qu'on appelle la sélection de parentèle, ou kin selection, qui dit qu'en fait, on peut transmettre ces gènes non seulement en se reproduisant, mais en aidant des individus apparentés à se reproduire. Par exemple, ma sœur, ma maman, eh bien, elle a des gènes identiques que moi. Donc même moi, si je ne me reproduis pas, si je permets à ma maman ou à mes sœurs de se reproduire plus, c'est un moyen indirect de transmettre mes gènes. Et en fait, les insectes sociaux, c'est ce qui se passe, c'est que les ouvrières, même si elles ne se reproduisent pas, elles vont aider leur maman, en fait, à se reproduire, et elles vont transmettre indirectement des gènes identiques à elles-mêmes. Et donc cette théorie, maintenant, elle est bien développée, on comprend bien. On sait que tous les insectes sociaux ont évolué dans des familles où les individus étaient très développés. Donc Darwin avait déjà prédit juste, avait compris le mécanisme, mais il ne pouvait pas l'expliquer parce qu'il ne connaissait pas les gènes. Au moment quand il a développé sa théorie, personne ne savait ce qu'étaient les gènes. C'est Mendel qui, à peu près au même moment, a découvert les gènes, mais Darwin n'était pas au courant des travaux de Mendel. Donc, si on a un insecte social, ils ont un cycle. Par exemple, le cycle d'une fourmi est le suivant. On a, au moment à peu près maintenant, on peut avoir ce on voit les fourmis ailées. Les fourmis ailées, ce n'est pas une espèce particulière de fourmis, c'est juste les mâles et les femelles qui vont s'envoler et s'accoupler. Et c'est de là que vient, je ne sais pas si vous connaissez aussi l'expression « s'envoyer en l'air ». Alors, ça vient des fourmis, en fait, parce que elles s'envolent et elles s'accouplent. Et un humain, il fait combien de fois l'amour dans sa vie? Hein? Un humain? Une fois, il fait une fois l'amour. Une relation sexuelle, j'ai cru que c'était plus chaud que ça sur Montpellier. Qui c'est qui a une autre estimation? Hein? 4-5 000, ouais, ça me paraît mieux, plus proche de la moyenne, comme ça. Puis il fait combien de bébés en moyenne? 2. Donc c'est pas très efficace, hein? C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Tandis que les fourmis, elles, c'est le contraire. Elles peuvent faire combien de bébés? Ça peut être des milliers, même des fois des millions de bébés chez certaines espèces. Et elles ne vont s'accoupler qu'une ou quelques fois, et c'est seulement à un moment particulier de leur vie pendant le vol nuptial. Et là, donc, en un seul accouplement, elles vont stocker les spermatozoïdes et puis elles vont les employer toute leur vie. Et c'est d'ailleurs assez remarquable parce que le mâle, après, la reine, elle va stocker les spermatozoïdes du mâle. Et comme on le verra plus tard, elle peut vivre des fois très longtemps, jusqu'à 20 ou 30 ans. Donc elle va stocker les spermatozoïdes et elle a inventé ainsi la banque du sperme bien avant l'humain, en fait. Elle n'a même pas besoin de les congeler, elle va les nourrir et puis les spermes vont vivre 20 ou 30 ans dans sa spermathèque. Puis le mâle, qu'est-ce qui se passe? Pas de chance, non. Ouais. Il meurt. C'est-à-dire, s'il n'a pas de chance, il ne s'accouple même pas. Puis s'il a la chance, il s'accouple, il atterrit, puis il va être mangé par d'autres insectes, probablement des fourmis, d'ailleurs, d'une autre espèce. Donc sa journée, il a sa journée, peut-être un peu de chance, il s'accouple, ou en tout cas, c'est fini, c'est un seul jour où il peut avoir sa chance. C'est que la reine, en fait, elle va utiliser le sperme du mâle qui est mort il y a encore 20 ou 30 ans. Et donc, une fois qu'elle a accumulé le sperme, elle s'enlève les ailes, elle creuse un trou, et puis dans le trou, elle va pondre des œufs, et puis elle va nourrir les bébés, les larves, de ses réserves, en fait, de graisse et de lipides, et de muscles à l'air qu'elle va histolyser. Et elle va nourrir ces larves seulement à partir de ces réserves, elle ne sort jamais du nid. Elle va ainsi produire une vingtaine d'ouvrières, et les ouvrières vont commencer à sortir quand elles éclosent, quand elles deviennent adultes, et puis elles vont commencer à ramener la nourriture. Mais pendant 3 mois, en fait, la reine va employer que ses réserves pour se nourrir, elle et ses bébés, jusqu'à l'éclosion des premières ouvrières.
Donc c'est un cycle assez intéressant et c'est pour ça qu'elles produisent des très petites ouvrières au début. Après, elles deviennent plus grandes, les ouvrières, parce que en fait, ces réserves en fait, de nourriture sont limitées. Et donc, en fait, les fourmis ont un énorme succès. On peut se demander pourquoi est-ce qu'elles ont une telle biomasse sur Terre. Et la réponse est bien sûr à cause de leur système social complexe qui leur permettent de modifier l'environnement. Donc ici, on a par exemple à gauche ce qu'on appelle les fourmis des bois, qui peuvent faire des nids vraiment gigantesques, qui peuvent avoir plusieurs mètres de hauteur, jusqu'à 1-2 mètres de hauteur. Et ils vont aussi dans le sol. C'est des fourmis qui vivent souvent un petit peu en montagne. Et elles vont 1-2 mètres dans le sol parce qu'en hiver, elles vont vivre entièrement dans le sol où ça ne gèle pas. Et même la fourmi de droite, qui est une fourmi granivore que l'on trouve dans les endroits chauds, qui font des nids qu'on voit à peine. On voit que ces nids qu'on peut à peine détecter à la surface, en fait, parce qu'il y aura juste un petit cratère, mais minuscule, eh bien, ils vont 1-2 mètres sous terre, avec une structure très complexe dans laquelle elles vont stocker les graines, stocker les bébés et avoir les autres individus de la colonie. Elles vont aussi modifier leur environnement pour faire des nids. Par exemple, ces fourmis tisserandes qui travaillent d'une manière très coordonnée. Ici, on voit plusieurs ouvrières qui travaillent ensemble pour plier une feuille. Et une fois qu'elles ont plié les feuilles, il faut les fixer. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles emploient la larve, ici, qui produit la soie comme le ver à soie. En fait, beaucoup d'insectes produisent de la soie pour faire un cocon. Donc, elles prennent la larve qui produit la soie et puis elles vont ainsi tisser d'un côté à l'autre pour fixer les feuilles l'une à l'autre pour former un nid dans lequel elles vivront. Et parfois, ces nids peuvent être gigantesques. Par exemple, les fourmis champignonistes vont faire des structures qui sont vraiment incroyables, comme on voit ici. Une structure en fait, d'un nid. Donc, en fait, ils coulent du ciment à l'intérieur, puis après, ils creusent. Et on peut voir la structure du nid avec les chambres où ils élèvent le champignon, des canaux pour rejoindre les différentes parties du nid. Et en fait, ces fourmis champignonistes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont cueillir des feuilles dehors, elles les découpent et elles les ramènent au nid. On les appelle aussi fourmis parasols parce que des fois, elles marchent avec la feuille en dessus d'elles. Et puis ensuite, elles vont, sur ces feuilles, élever un champignon qui est en fait la masse blanche ici, et elles vont se nourrir de ce champignon. Le champignon va leur donner plus de 90% de leur nourriture. Donc, en fait, elles élèvent vraiment, c'est un élevage, en fait, de l'agriculture qu'elles font pour se nourrir. Elles vont aussi réguler la croissance du champignon avec des enzymes, des hormones pour le faire croître plus vite, mais elles peuvent aussi limiter la croissance du champignon. Et après, comme on va le voir, en fait, elles produisent aussi des substances pour empêcher le développement de pathogènes sur le champignon. Donc, elles ont inventé l'agriculture. Elles ont aussi inventé l'élevage avec des pucerons ou toutes sortes d'insectes qui se nourrissent en fait de la sève d'arbres. Et ce qu'elles font en fait, c'est qu'elles vont manger les excréments du puceron. On appelle ça le miela, mais en fait c'est le caca des pucerons qu'elles vont manger. Et ça c'est bien pour les fourmis parce que c'est très riche. Les pucerons doivent manger énormément de sève pour avoir tous les acides aminés, toutes les substances dont ils ont besoin. Donc, ils excrètent beaucoup de substances et ça produit beaucoup de nourriture pour les fourmis. Pour beaucoup de fourmis, en fait, les pucerons sont une des sources essentielles de la nourriture qu'ils peuvent obtenir. Et les pucerons ont besoin des fourmis parce que s'il n'y avait pas les fourmis, en fait, ils mourraient dans leur caca. En fait, ils seraient recouverts dans leurs excréments et ils mourraient. Et les fourmis peuvent aussi les déplacer. En fait, comme nous avec les vaches, elles les déplacent d'un arbre à un autre pour avoir leurs élevages de pucerons. Et puis, quand on y a trop, elles font comme nous avec les vaches, elles les mangent aussi. Et un autre aspect très important, c'est la division du travail. Dans un nid, les individus vont avoir des tâches très spécialisées. Et un exemple assez particulier, c'est chez ce qu'on appelle ces fourmis pot de miel, qui vivent dans des endroits désertiques au sud des États-Unis ou en Australie. Et donc, il y a des périodes, de longues périodes, où il y a très peu à manger et très peu à boire. Et en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont stocker des substances sucrées, mais ça, normalement, ça se conserve très mal parce qu'il y a des champignons qui vont se développer dessus, ça va moisir. Alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles le stockent à l'intérieur des ouvrières. Et on voit ici une ouvrière dont l'abdomen se distend complètement. Et cette ouvrière va stocker des substances pendant plusieurs mois pour nourrir ses congénères quand il y aura la période sèche et qu'il y a peu à manger. Et en fait, durant cette période, donc ici, elle est en train de nourrir une, en fait. Elles font ça par trophallaxie, donc elles peuvent régurgiter la nourriture et nourrir les autres.
Et en fait, quand elles sont dans ce stade, elles ne peuvent pas marcher parce que les pattes ne toucheraient même pas par terre, en fait. Donc elles sont obligées de rester fixes pendant 3 mois, soit au plafond ou sur les murs, sur les galeries dans lesquelles elles vivent. Et donc elles sont complètement incapables de se déplacer à ce moment. Et cette division du travail, en fait, peut être associée avec des castes. Et ces castes peuvent être avec des différences morphologiques importantes. Ici, on voit des ouvrières, dans une même espèce, on peut avoir 3 types d'ouvrières. Ici, on a un mâle et ici la reine qui avait des ailes qui les a perdues. Donc, en fait, au sein du même nid, on peut avoir des individus qui sont morphologiquement et physiologiquement extrêmement différents. Et ici, on voit même 2 ouvrières, une qui est sur la tête de l'autre, en fait. Ça, c'est 2 sœurs, en fait, qui sont génétiquement identiques. Mais on voit qu'elles ont vraiment des phénotypes extrêmement différents. Et là, c'est une grande tête. Ce n'est pas le cerveau, hein, ça c'est un soldat. Donc à l'intérieur de la tête, c'est juste les muscles. Hein. C'est les muscles qui activent les mandibules. Et le cerveau de la fourmi ici est à peu près de la même taille que celui-là, en fait. Et en fait, donc, on a, chez les fourmis, on a un système de détermination des castes qui est assez particulier, parce que les mâles, en fait, sont des... Je ne sais pas si quelqu'un a entendu des mâles qui sont des demi-portions, mais en fait, chez les fourmis, c'est vraiment le cas, parce que les mâles sont issus de non fécondés. Donc, une ovule non fécondée va donner un mâle, et si l'ovule est fécondé, ça va devenir une femelle. Donc, ici, on a le mâle, ici, et on voit un mâle ici qui se développe. Et si l'ovule est fécondé, il va se développer soit en une reine, ou soit en une ouvrière. Et ça va dépendre de l'environnement, du type de nourriture qui est donné à la larve, de substances chimiques qui sont produites par la reine et d'autres membres de la société, qui vont déterminer le développement de la larve et la production d'un phénotype ou d'un autre. Et après, ces différents phénotypes permettent des adaptations. Par exemple, Phaedoles pallidula, qui est une espèce qu'on trouve ici dans le sud de la France, on a une forte compétition entre colonies, et on peut voir ici des ouvrières qui attaquent une ouvrière d'une autre colonie. Et pour le faire, celle-là, elle ne peut pas tuer celle-là toute seule, mais ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont fixer, ça c'est le soldat de l'autre colonie, elles vont le fixer, donc elles le tiennent par les pattes, là elles s'accrochent pour bien tirer fort dans cette direction. Donc, et une fois qu'il est bien fixé, il y aura un autre soldat de leur colonie qui va venir, qui s'approche ici, et il va couper la tête de l'individu, voilà ici, ou l'abdomen, il a coupé l'abdomen, et ça c'est souvent létal. Et en fait, dans une étude, on avait essayé de voir si ces colonies pouvaient percevoir la présence d'autres colonies et si elles réagissaient en produisant plus de soldats quand le risque de compétition était important. Alors, comment vous feriez cette expérience? Si vous voulez tester, est-ce que les colonies de fourmis peuvent percevoir la présence d'autres colonies et réagir en produisant plus de soldats? Alors, on pourrait mettre une seule source de nourriture, on prend une expérience avec 2 colonies qui sont en compétition pour ça, puis après une autre colonie, peut-être qu'il y a une seule source de nourriture, puis on voit une différence. Mais il y a un petit problème potentiel avec cette expérience. Oui, mais après ça ne nous dirait pas si elles réagissent directement. Identifier les produits chimiques, c'est difficile, et ça ne nous dirait pas si elles réagissent en produisant plus de soldats. L'expérience est pas mal, mais il faudra un petit peu l'améliorer là. Parce qu'elles vont se battre, donc elles vont se tuer, il y aura une diminution de la taille des colonies. Puis si on compare une autre colonie qui n'est pas en compétition, elle aura une plus grande colonie, peut-être qu'elle produit plus de soldats. Si on met chaque colonie dans un terrarium pour les observer? Oui, alors ce serait la même chose, parce qu'il y en a qui seront en compétition, mais après ça va affecter d'autres choses, comme la taille des colonies, etc. Et on ne sait pas si l'augmentation ou diminution de la production de soldats est due à la perception ou à la conséquence de la compétition. Alors nous, oui. Oui, alors ça serait pas, voilà, ça c'est très proche de ce qu'on a fait. Donc l'idée ici, c'était de mettre la nourriture, peut-être de laisser aller la colonie A à un moment, ensuite la colonie B, puis chacune pourrait sentir la présence de l'autre parce qu'elle dépose des phéromones. Donc on a fait quelque chose de similaire en fait. On laissait les colonies, on avait 2 sources de nourriture, mais dans un cas il y avait un grillage
Et quand elles allaient au grillage, elles étaient en présence d'une autre colonie, en fait. Donc, elles pouvaient percevoir une autre colonie quand elles étaient allées chercher la nourriture. Elles pouvaient même se toucher à travers le grillage, mais qui était suffisamment fin pour qu'elles ne puissent pas se couper en morceaux. Donc, elles sentaient bien qu'il y avait une autre colonie, mais elles ne pouvaient pas se battre, en fait. Et dans l'autre traitement, c'est la même chose, mais on a juste mis du plexiglas ou une autre substance où elles ne pouvaient pas se sentir. Et on a regardé si ça affectait la production de soldats. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tous les soldats la semaine 0 au début. Et puis, elles ont commencé à reproduire des soldats, donc des larves qui étaient présentes. Puis, il y a eu, après 2 semaines, production de soldats. Et quand elles pouvaient percevoir la présence d'une autre colonie, on a observé qu'elles produisaient plus de soldats que quand elles ne pouvaient pas percevoir la présence d'une autre colonie, ce qui montre qu'elles peuvent ainsi vraiment percevoir le risque de compétition et réagir en fonction. Une autre chose qui est importante quand on vit en groupe dans la société, c'est qu'il y a beaucoup de bénéfices, mais il y a aussi un problème, c'est que c'est la transmission des pathogènes. Alors, par exemple, moi, j'ai amené un petit pathogène de Lausanne aujourd'hui. Je vais sûrement 2-3 là qui ont reçu ça, qui vont interagir avec 3 ou 4 autres, etc. Donc à la fin, je pense qu'il y aura 30% des gens de cette salle qui vont repartir avec le pathogène, qui vont le ramener à la maison, au copain, à la maman, à la bonne amie, au chat, et ça va se transmettre comme ça. Donc en fait, la vie en société a beaucoup d'avantages, mais le problème, en fait, un des problèmes importants, c'est que ça augmente le risque de transmission de pathogènes. Et donc, les fourmis ont inventé pas mal de choses pour lutter contre ça. Donc ici, on voit un champignon qui se développe sur une fourmi, ici. Elles ont beaucoup de glandes qui produisent des substances qui sont importantes non seulement pour la communication, mais qui ont aussi, certaines de ces substances, un rôle important pour lutter contre des pathogènes. Et puis, elles ont encore autre chose, elles peuvent produire des antibiotiques. Mais elles n'arrivent pas à les produire elles-mêmes parce qu'en fait, il n'y a que les champignons et les bactéries qui peuvent produire des antibiotiques. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des bactéries, puis elles ont un organe particulier ici, sur lequel elles élèvent des bactéries qui produisent ces antibiotiques. Et ainsi, elles peuvent produire des antibiotiques. Ça, c'est des fourmis champignonistes. Et ça, c'est des antibiotiques qui ont été identifiés. Elles produisent des antibiotiques qu'elles peuvent répandre dans leur société pour empêcher des bactéries de se développer sur les champignons. Donc, elles ont en fait... c'est vraiment un organe spécialisé pour les bactéries. Et elles peuvent aussi agir de manière comportementale. Et ça, c'est un travail qu'un de mes postdocs a fait, Eric Frank. Il travaille sur des fourmis légionnaires. Bon, on n'en voit pas très belle image, mais c'est des fourmis qui font des grandes pistes qui vont attaquer des termites. Et les termites sont très bons à manger, mais ils peuvent aussi bien se défendre. Ici, on a la fourmi qui attaque un termite. Et puis, les termites peuvent avoir des soldats. Donc, des fois, elles peuvent être blessées. Et en fait, les fourmis, ce qu'elles font, c'est que, on va voir, elles vont aider leurs collègues qui sont blessés. Donc ici, on a une fourmi ici qui a été blessée. La petite fourmi ici, en fait, en attaquant les termites, eh bien, le termite lui a coupé 2 pattes. Donc en fait, c'est des fourmis qui vont jusqu'à 30-40 mètres du nid pour attaquer les termites. Et quand elles rentrent, en fait, cette fourmi blessée, elle a de la peine à marcher parce qu'elle est blessée. Et ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que les autres ouvrières voient qu'elle est blessée et elles vont la ramener au nid. Et ainsi, elles peuvent ramener les blessés dans le nid. Et puis, dans le nid, ce qu'il a observé, en plus, c'est qu'une fois qu'elles étaient ramenées dans le nid, le taux de survie était élevé. Mais si il les laissait, il les isolait, il y avait un taux de survie beaucoup plus faible. Et en fait, il a effectué des expériences. Ici, on voit une autre ouvrière qui a perdu 2 pattes, en fait. Et on voit ici, ça, c'est les pattes qui ont été coupées ici et là. Et on voit que cette ouvrière la soigne, en fait. Et ce qu'il a observé, c'est que quand ces ouvrières soignaient en fait les individus blessés, la mortalité était faible, de 5 à 10% seulement, alors que s'il n'y avait pas d'ouvrières qui les soignaient, même dans des conditions stériles, en fait, il y avait environ 95% des fourmis qui mouraient. Donc en fait, ces fourmis, elles vont en fait s'occuper des blessés, elles vont produire une substance qu'on n'a pas encore identifiée, mais qu'on est en train d'analyser, qui permet, en fait, on a vu qu'en fait, ce qu'il y avait, c'était des champignons et des bactéries qui sont sur ces blessures. Et ces fourmis produisent quelque chose pour empêcher le développement de ces champignons et de ces bactéries. Et on est maintenant en train d'analyser, en fait, ces substances pour voir ce que les fourmis transmettent sur la blessure de leurs compagnons quand ils sont blessés et qui leur permettent d'augmenter de manière significative la durée de vie.
Alors, je vous ai donné quelques exemples en fait des raisons du succès écologique des fourmis, et on peut se demander qu'est-ce qu'il en est chez l'homme en fait. Et on peut essayer de faire une petite comparaison entre les fourmis et puis l'humain. En fait, chez l'homme, l'homme est aussi social en fait. On vit aussi en groupe. L'humain a besoin de vivre en groupe. Et si on isole un humain, ça ne se développe pas très bien. Une fourmi non plus. En fait, même une fourmi, si on l'isole, une ouvrière, elle va mourir d'habitude en 1-2 jours. Et même si on lui donne à boire, à manger, tout, elle va mourir. En fait, ça induit un stress quand elle est isolée, et qui fait que même si elle mange, elle digère très mal et elle va mourir. Et donc l'humain est très similaire aux fourmis. On est des organismes très sociaux. Et en fait, ça nous permet de modifier notre environnement. On a ici une grande ville. Et cette grande ville, en fait, elle a un peu la même taille au nombre d'habitants, c'est environ 10 millions d'habitants. L'espèce de fourmi ici, elle peut faire des colonies qui ont 4-5 millions d'individus. Donc on voit ici qu'on a quelque chose qui est très similaire dans leur structure, dans les constructions qui sont extrêmement complexes, avec une population qui est assez similaire. Et puis bien sûr, la colonie fourmi, elle est plus petite, mais à l'échelle de l'individu, c'est très similaire à ce qu'on voit à New York de l'autre côté. Donc en fait, nous aussi, on a modifié notre environnement. On peut se protéger du soleil, de la pluie, du froid, de la même manière que les fourmis le font. Et ça, c'est parce qu'on est social qu'on peut construire des structures complexes comme celles qu'on voit à droite. Un organisme solitaire ne pourrait jamais construire ça. On a aussi inventé l'agriculture. En fait, l'agriculture, ce champignon qu'on voit ici, il est intéressant parce qu'on ne le trouve pas de façon naturelle. Il n'existe qu'avec les fourmis. Et nous, ce qu'on mange, c'est la même chose aussi. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi, madame? Un œuf? Oui. Et vous? Des frites? Et vous? Un sandwich? Qu'est-ce qu'il y avait dans le sandwich? Du jambon, du blé, des tomates. Combien des organismes que vous avez mangés existaient il y a 5000 ans? Zéro. Les œufs, oui, il y avait les poules, c'est le plus proche, mais les poules, elles ne produisaient pas des œufs comme ça, un par jour, en fait. L'œuf de poule, c'est ce qui était le plus similaire. Mais les poules qu'on voit ici, c'était des organismes hautement modifiés. Si on les laisse dans la nature, elles ne peuvent pas vivre très longtemps, disons. Le cochon, bon, le cochon aussi, c'était modifié. Hein, ça n'existait pas. Les cochons dans la nature, ils ne vivraient pas très longtemps. Le blé, l'ancêtre du blé, en fait, ça existait le blé, mais c'était des petits grains. On a dû croiser plusieurs espèces de blé pour faire des hybrides qui sont beaucoup plus productifs. Et tout ce qu'on mange, tous les fruits et les légumes, ils existaient des ancêtres, mais qui étaient beaucoup plus petits, très différents de ce qu'on mange maintenant. Donc des espèces actuellement, elles sont toutes en fait entretenues par l'humain. Le blé, par exemple, ou ici le riz, c'est des espèces qui sont entretenues par l'humain. Si l'humain disparaissait, 98% de ces espèces disparaîtraient aussi parce qu'elles ne peuvent pas être compétitives dans l'environnement. Elles peuvent survivre seulement parce qu'on les protège. Et ça, c'est la même chose aussi. Ce champignon est aussi domestiqué par les fourmis. Et tout ce qu'on mange, presque 90%, peut-être il y a le poisson qui est un extrême, mais tout le reste, on a domestiqué les espèces. Et ces espèces ne pourraient pas vivre sans nous, en fait. Comme nous, on ne pourrait pas vivre sans ces espèces. La même chose, le bétail, en fait, les vaches. On a aussi développé l'élevage du bétail. C'est l'espèce de droite ici, si on la laissait seule dans la nature, elle ne tiendrait pas très longtemps parce qu'elle n'est pas très efficace pour échapper aux prédateurs. La division du travail est aussi un fondement important de nos sociétés. Ça a été développé surtout au XVIIIe siècle. Et en fait, ça a permis d'énormément augmenter la productivité de notre société. Maintenant, en fait, tout ce qu'on achète, c'est le fruit de la division du travail. Si vous prenez un Attel, par exemple, un cell phone, combien de personnes ont travaillé sur votre cell phone ? C'est des milliers de personnes. Sur votre cell phone, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé. Juste pour extraire, en fait, les différents matériaux. C'est beaucoup de gens qui travaillent pour extraire ça. C'est transporté d'un endroit. Ensuite, ça va à Taïwan. Ensuite, ça va retourner en Chine. Ensuite, ça va être envoyé aux États-Unis pour faire quelque chose. Il y a des centaines de matières différentes.
Il y a des brevets qui ont été développés par des milliers de personnes, en fait, dans le passé. Et en fait, un de nos téléphones, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont contribué en fait, au développement de ça, parce qu'il y a des centaines de brevets sur lesquels on travaille des centaines de personnes. Et puis, pour chaque produit, en fait, c'est énormément de gens. Donc, nous, on est venu une société extrême de la division du travail. On ne sait même plus d'où vient, en fait, notre... On pense qu'il a été fait par Apple, mais il n'a pas été fait par Apple, en fait. Il a été conçu aux États-Unis, construit en Chine partiellement, avec des matériaux qui viennent d'Afrique et d'ailleurs, en fait. Donc nous, on a une société extrême de division du travail et qui est aussi très important pour augmenter la productivité. Et on parlait des soldats. Alors chez l'humain aussi, on a aussi des soldats. Peut-être la seule différence, c'est que chez les fourmis, quand il y a moins de risques de compétition, elles produisent moins de soldats. Chez l'humain, c'est difficile. On a la peine à diminuer l'investissement des soldats. Même en Suisse, où on se dit qu'il n'y a pas tellement de risques de guerre, on développe encore des armes de destruction massive, comme voilà, différentes choses, alors que les risques sont relativement limités que quelqu'un vienne envahir notre pays. Pour nous, c'est aussi important. On a parlé de maladies. On paye pas mal d'argent, en France, encore plus en Suisse, pour la médecine. Et en fait, la médecine est devenue très importante. On est soigné par des antibiotiques, par toutes sortes de choses. Et chacun est allé plusieurs fois déjà dans sa vie chez un médecin et à l'hôpital. Donc, on investit beaucoup, en fait, dans la médecine. Et il y a d'autres similarités, en fait, entre les fourmis et les insectes sociaux. Un, c'est la longévité. Si on prend les mammifères, ici, ça, c'est toutes les espèces de mammifères, et on regarde, ça, c'est en logarithme. On regarde leur durée de vie. Ici, c'est une année, puis ça va jusqu'à à peu près 100 ans, un peu plus. Et en fonction de leur poids, on voit qu'il y a une forte corrélation. Les petits organismes vivent moins longtemps que les grands organismes. Et ça explique pas mal de la variation de longévité chez les mammifères. Mais il y a des exceptions, il y a des organismes qui vivent plus longtemps ou moins par rapport à leur taille. Et là, on a deux exemples. C'est quoi le bleu et le rouge là? Hein? Non, ouais, un c'est juste, il y a l'homme, mais les mammifères. Les fourmis ne sont pas des mammifères. Quel est un autre mammifère qui vit longtemps pour son âge? L'éléphant, non, l'éléphant, c'est un gros, ça joue par rapport à sa taille. Ah, joli. Les chauves-souris vivent longtemps, c'est juste, mais elles ne sont pas là. Je sais pas, il doit y en avoir des chauves-souris dans ces groupes. Elles doivent être par là, des chauves-souris. Mais c'est vrai que les organismes qui vivent longtemps sont ces deux organismes. C'est l'humain et le ratopnu, et c'est parce qu'ils vivent en société. Et en fait, la durée de vie des organismes, en fait, la durée de vie dépend de ce qu'on investit pour garder le corps en bon état. Un organisme qui a beaucoup de chances d'être tué par un prédateur ou un parasite quand il est jeune, il n'y a pas de raison d'investir trop en fait, dans le maintien de l'organisme parce qu'il ne va pas survivre. Il doit tout mettre dans la reproduction. Et c'est pour ça que les petits organismes mettent d'habitude plus d'énergie dans la reproduction tôt et vivent moins longtemps. C'est que les organismes plus grands, ils ont moins de chances d'être tués par un parasite ou un prédateur. Ils mettent plus d'énergie en fait, dans le maintien de l'organisme et ils vivent plus longtemps. Et les organismes sociaux, même s'ils sont relativement petits, le fait d'être social leur permet en fait, de mieux se défendre et ils peuvent ainsi investir plus dans le maintien de l'organisme. Et chez les insectes, on retrouve exactement ça. Ici, c'est différents groupes d'insectes. Ici, on a les libellules, les papillons. Et on voit qu'il y a 3 groupes d'insectes qui vivent longtemps. C'est les termites, les isoptères, les fourmis et puis les abeilles. Et chez les fourmis, donc, le record, c'est 30 ans. Donc, c'est absolument gigantesque. Et sur cette phylogénie, on a plus de 100 espèces. Et on voit que l'évolution de la socialité a été accompagnée en fait, d'une augmentation de 100 fois de la longévité, ce qui est gigantesque. C'est comme si on trouvait chez un mammifère un organisme qui vit, un petit mammifère qui vit, un primate qui vit 4000 ans, par exemple. Ça, ce serait vraiment surprenant. Mais ici, c'est l'évolution de la socialité qui a permis cette énorme augmentation de la longévité des fourmis. Mais il y a aussi une différence fondamentale entre les fourmis et les humains, au point de vue évolutif.
La reproduction, c'est vrai que nous, on n'a pas un système avec des individus. On peut avoir des castes dans certains pays avec des différences de la reproduction, mais on n'a pas un système avec les reines qui se reproduisent et les ouvrières qui ne se reproduisent pas. Ça, c'est une chose. Puis, une autre chose qui est importante, c'est le timing, en fait. Les fourmis, ça fait plus de 100 millions d'années qu'elles sont sur Terre, et les grandes colonies, ça fait 80 millions d'années qu'elles forment ces grandes colonies avec des centaines de milliers d'individus. Donc ça fait très longtemps que les fourmis sont sur Terre. Il y avait des trucs comme ça à l'époque. Ça fait très longtemps que les fourmis sont là, qu'elles sont sociales. Par contre, l'humain, en fait, c'est très récent. C'est très récent, en fait. L'humain, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était 5 millions d'individus il y a 10 000 ans. Il y avait 5 millions d'individus sur Terre. Ça a augmenté progressivement, mais lentement, lentement. Et c'est là que ça a démarré, en fait. Et en fait, l'humain, il a pu augmenter la biodiversité, non pas la biomasse de l'humain, elle a augmenté que parce qu'on a pu développer certaines choses. D'abord, l'agriculture. Si on n'avait pas l'agriculture, on ne pourrait pas se nourrir, on ne pourrait pas assez à manger. C'est parce qu'on se nourrit, on a développé des aliments qui produisent beaucoup en fait, de calories, beaucoup de substances sur peu de surface, qu'on peut nourrir 8 milliards de personnes sur Terre. L'élevage du bétail était important. Et ça, c'est des choses qui se sont faites toutes récemment. Hein. Ça fait environ 8000 ans, quelques milliers d'années. De vivre dans les endroits des grandes villes, c'est assez récent aussi. Et ça, c'était possible parce qu'on a lutté contre les maladies. En fait, on a développé... Les antibiotiques ont été importants, mais ce qui était encore le plus important, c'est l'hygiène. En fait. C'est quand on a compris comment les maladies se transmettaient, qu'on a arrêté de boire l'eau qui coulait dans les rues, qu'on a pu arrêter les épidémies et vivre dans des grandes villes. Autrement, ce ne serait pas être possible si on vivait comme à New York, si on vivait comme il y a 200 ans. Il y aurait d'un coup des 3/4 de la population qui partirait en 2 années parce que tués par des différents types de pathogènes. Et la division du travail était aussi essentielle, comme j'ai mentionné, c'est très vital la division du travail. C'est ça qui nous a permis d'augmenter la productivité, d'avoir du temps libre pour construire des choses, pour faire de la recherche, etc. Donc en fait, nous, on a développé ces différentes caractéristiques ont été nécessaires pour le succès écologique ou le désastre écologique de l'humain, en fait, l'augmentation de la population. Mais les fourmis ont fait ça il y a 8 autres millions d'années. Et nous, on a fait ça en étape récente. Et c'est tout récemment que tout ça est rempli pour avoir cette augmentation de la population. Ça, c'est les facteurs qui ont permis l'augmentation de la population sur Terre. Sinon, on serait toujours à 5 millions d'années comme on était resté des millions d'années avant. Et puis, pour terminer, peut-être je vais vous montrer 2 petits projets de recherche qu'on fait dans notre laboratoire. Un, c'est en fait, on aimerait savoir ce que font les fourmis dans le nid. Mais le problème, c'est que voilà, elles sont beaucoup. Puis c'est difficile de suivre ce que fait cet individu parce qu'on va le perdre et puis il ressemble pas mal à celui-là. Donc il faudra un système pour reconnaître les fourmis. Et donc on a décidé de mettre en place un tel système. Et c'est une de mes étudiantes, Daniel Mersch, qu'on va voir. Donc ça, c'est une fourmi de Camponotus. C'est des fourmis qu'on peut... Ça, c'est une espèce qui vient d'Israël, mais il y a des fourmis très similaires. C'est des grosses fourmis qu'on peut retrouver ici. Donc on a pris une fourmi assez grande parce qu'on voulait développer des tags qu'on allait coller dessus. Et maintenant, on peut les employer pour des plus petites fourmis. Mais ça, c'était la première fourmi sur laquelle on travaillait. Ici, c'est des nids comme on les garde dans le laboratoire. Il y a ici du plâtre et puis... qui est humidifié. Puis après, on les met dans des bacs sur lesquels on met du téflon, du fluon. C'est une matière qui vient très lisse comme le téflon, donc elles ne peuvent pas monter les bords. Et donc l'idée, c'est qu'on voulait mettre des codes barres en fait, sur ces petites fourmis. Et voilà, donc il faut être assez précis. Ici, on les met de la pâte à modeler pour les fixer les pattes. Après, on peut les sortir. Et après, une fois qu'elles ont leur code barre, on peut avoir plus de 1000 codes barres différents. On leur colle le code barre dessus. Et puis après, on a, dans un système avec une caméra de haute qualité, on va prendre des photos toutes les demi-secondes et on peut ainsi obtenir la position de chaque fourmi dans le nid. Et donc ça, on peut faire aussi on fait en infrarouge. Donc les fourmis ne voient pas l'infrarouge. Donc pour elles, elles sont dans le noir, elles sont heureuses. Et on a ainsi, pour chaque fourmi, on peut savoir son nom, si elle s'appelle Charlotte, Chantal. Et puis, on peut suivre Charlotte ici. On peut regarder ce que fait Charlotte, puis comparer à ce que fait Chantal.
Ici, c'est où il y a les bébés. Ça, c'est les nurses. En fait, elles sont beaucoup moins mobiles que d'autres individus. Et on peut ainsi obtenir les suivre pendant plusieurs semaines, savoir exactement ce que fait chaque individu dans la colonie. On peut regarder aussi les interactions. Ici, chaque fois qu'il y a un trait jaune, c'est qu'elles interagissent en fonction de leur position. Et puis après, on peut regarder qui interagit avec qui. Donc, chaque fois qu'elles interagissent, une bleue qui interagit avec une autre, elle va devenir bleue. Donc, on peut voir le flux d'informations qui se passe dans le nid. Et donc, on a un Facebook très précis. Et ça, c'est très intéressant pour beaucoup de gens qui s'intéressent en fait au flux d'informations. Parce que souvent, chez l'humain, on peut avoir beaucoup de données, mais on n'a pas toutes les données. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas donner leurs données, c'est anonyme. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas et qu'on ne voudrait pas faire avec l'humain, qu'on peut faire avec les fourmis pour savoir qui interagit avec qui. Donc, on peut reconstruire les networks d'interaction. Ici, c'est une colonie. Ici, c'est la reine. Et puis là, on a 5 jours de suite des networks d'interaction. Et on peut regarder ensuite qui interagit avec qui et que font les individus. Et on voit que les individus, en fait, vont interagir entre individus du même groupe. Ici, on a la reine. Les bleus, c'est les nurses, celles qui s'occupent des bébés. Donc la reine, elle est tous les jours, et on a regardé plusieurs colonies, elle est toujours avec les individus qui s'occupent des bébés, et elle reste beaucoup entre elles. Ça, c'est celles qui vont chercher la nourriture, les foragers, et on voit qu'elles restent entre elles. Et on a un groupe intermédiaire, c'est les vertes, qui interagissent, qui font le lien entre les rouges et les bleus, en fait. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a, dans cette colonie, il y a une très grande ségrégation spatiale. Ici, on a ici les bébés, ici les larves, les nymphes. Et on voit ici les nurses, elles restent surtout ici. Celles qui vont chercher la nourriture, on a l'entrée du nid ici, elles restent vraiment ici, dans cette région. Et puis, ça, c'est celles qui font le lien entre les deux. On voit qu'elles font en fait le lien entre ces groupes. Puis ici, il y a des déchets, elles vont aussi s'occuper des déchets de la colonie. Et cette ségrégation, elle a une utilité aussi. Ça permet en fait de diminuer les interactions entre celles qui vont dehors, c'est celles qui risquent d'avoir beaucoup de pathogènes, de ramener les pathogènes dans le nid, et puis d'éviter qu'elles aient amené ces pathogènes vers la reine et les bébés. Et en fait, on voit qu'elles restent ici et ça diminue cette transmission. Et là, on a fait des études récemment. Nathalie Streumet, une de mes étudiantes, a regardé si on mettait un champignon dans la colonie, si elles augmentaient la ségrégation entre les groupes. Et effectivement, on peut voir que si on met un champignon, ça en affecte certaines de ces individus qui sortent. On voit que ces individus restent encore plus proches de l'entrée et puis qu'il y a une ségrégation qui est plus grande à l'intérieur du nid, qui montre que les fourmis peuvent percevoir la présence du parasite et qu'elles vont changer leur réseau d'interaction pour diminuer la probabilité de transmission du pathogène. On a fait des modèles d'épidémiologie et on a pu montrer que ces changements en fait, diminuaient la probabilité de transmission du parasite dans la colonie. Et puis pour terminer, je vais vous montrer une autre petite étude qu'on a faite sur le voyage des fourmis. En fait, les fourmis, il y a beaucoup d'espèces qui sont transportées par l'humain. On connaît 240 espèces de fourmis qui ont été transportées d'un endroit dans le monde à un autre endroit dans le monde. Par exemple, d'Amérique du Sud aux États-Unis ou des États-Unis à ici. Et elle crée beaucoup de problèmes. Ici, il y a une espèce, c'est la fourmi d'Argentine, que vous connaissez peut-être, qui est une espèce en fait, qui vient d'Argentine et qui est introduite aux États-Unis, en Europe, en Australie, où elle crée beaucoup de problèmes. Et on a récolté des données en fait, sur la transmission des fourmis. On a trouvé des données pour 40 de ces espèces. On a de très bonnes données où elles ont été introduites dans le monde. Et puis on a regardé, est-ce qu'il y avait un lien avec le commerce humain. Et en fait, on a vu qu'il y avait 3 groupes de fourmis. Il y avait un groupe de fourmis, celles-ci qui ont commencé à se propager rapidement dans le monde. Ça, c'est le nombre de pays qu'elles ont colonisés. En fait, c'est en pourcentage, mais on verra des données. Après, ça, c'est des colonies, des espèces qui ont commencé dès 1830 à coloniser le monde. Et puis, c'est des espèces qui se propagent d'un continent à l'autre. Après, on a un autre groupe, en fait, qui sont celles-ci, qui sont similaires, mais elles ont commencé à se propager plus récemment. Et puis ça, c'est un groupe qui se propage aussi, mais plus localement. Elles ont commencé assez tôt, mais elles se propagent localement. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit ici qu'il y a des fluctuations en fonction du temps. Et en fait, c'est corrélé avec ce qui se passe chez l'humain. Et en fait, quand on a une crise économique,
On a ensuite des diminutions du transfert de fourmis parce qu'on a moins de commerce entre pays, moins de bateaux qu'aller des États-Unis à l'Europe. Et en fait, il y a une corrélation significative entre en fait, ce qu'on appelle la première vague de globalisation et la deuxième vague de globalisation et le transfert des fourmis. Personne n'a encore regardé chez d'autres organismes, mais c'est souvent la même chose. Et pendant cette première vague de globalisation, on a un premier groupe de fourmis qui a augmenté, ça c'est le taux. C'est-à-dire que là, elles se sont énormément propagées. Et pendant la deuxième vague de globalisation, après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a le deuxième groupe de fourmis qui est là. Et je vais vous montrer ce que ça donne pour 3 groupes de fourmis. Ça, c'est une fourmi qui les 2 premières se transfèrent beaucoup. Elles peuvent facilement être transférées par bateau, elles peuvent aller très très loin. Et ça, c'est une fourmi qu'on a mis dans le groupe qui se transmet plus localement. Et ça, c'est une qu'on va voir, elle s'est commencé à se transmettre avec la première vague de globalisation, et c'est là avec la deuxième vague de globalisation. Il faut juste que je retrouve comment lancer. Voilà, je crois que ça part. Donc on voit depuis 1860, celle-là elle a commencé à se propager assez rapidement. Elle a passé d'un continent à l'autre, 1894. Celle-là elle se propage aussi, mais plus localement. La fourmi de feu, voilà, en 1930, elle était enfin transmise aux États-Unis. Celle-là, elle continue de se propager. On voit que ça se passe bien pour cette espèce. Celle-là aussi, ça se passe bien, mais c'est beaucoup plus local. Puis la fourmi de feu, elle a un peu de peine. En 1960, 1970, ça n'a rien qui se passe. Heureusement, un bateau est parti depuis les États-Unis. Elle l'a amené en Chine. Et depuis la Chine, là, maintenant, elle va être transmise dans le reste de l'Asie. Au Japon, c'est tous les jours qu'elle arrive maintenant par cargo au Japon. Ils arrivent à l'empêcher qu'elle aille là-bas, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc on a les fourmis, en fait, et elles créent beaucoup de problèmes. Par exemple, cette espèce ici, elle crée pour des milliards de dollars de problèmes par année aux États-Unis parce qu'elle mange des graines, elle attaque des insectes, elle tue plusieurs dizaines de personnes par année qui sont sensibles en fait, à leurs piqûres parce qu'elles sont extrêmement agressives. Donc beaucoup de fourmis créent beaucoup de problèmes économiques et on voit comment elles se sont transférées. Et ça, c'est de plus en plus. Et en fait, on a pu montrer qu'une fois qu'elles sont transmises à quelque part, elles vont augmenter. Par exemple, la fourmi de feu, elle vient d'Argentine. Ça lui a pris longtemps pour aller aux États-Unis. Ensuite, là, elle est un peu bloquée, elle a réussi à aller là. Mais il a fallu un transport en Chine qui ne la détecte pas, là, qu'elle commence à bien se développer. Et puis là, ça va être super maintenant pour se développer dans toute cette région. Ça va continuer comme ça. Et donc, on a de plus en plus d'espèces. Ici, il y a la fourmi d'Argentine. Maintenant, il y a une nouvelle espèce ici qui s'appelle Tapinoma, qui est aussi assez intéressante. Elle fait des pistes aussi un peu. Ça ressemble un peu aux fourmis d'Argentine. On peut voir si... Donc, les fourmis locales, elles ne font pas des pistes comme ça. On ne voit jamais. Mais quand ces fourmis sont introduites à quelque part, elles ont moins de parasites, elles ont moins de prédateurs, elles atteignent une densité beaucoup plus grande. Et puis, elles peuvent éliminer toutes les fourmis locales. C'est souvent des espèces qu'on appelle unicoloniales. Il n'y a pas de compétition de colonies, donc elles forment des énormes sociétés et elles sont extrêmement puissantes. Elles arrivent à éliminer presque toutes les autres espèces locales. Par exemple, la fourmi d'Argentine, il n'y a que 2 espèces qui peuvent survivre. Une qui est une toute petite fourmi qui vit un peu sous le sol ici, donc elles ne sont pas en compétition. Puis une autre qui sont les cataglyphistes, des fourmis qui courent très vite quand il fait très chaud. Alors à ce moment, les fourmis d'Argentine, en fait, quand il fait extrêmement chaud, elles ne sortent pas. Et c'est seulement parce que ces fourmis ont des biologies extrêmement différentes qu'elles arrivent à survivre quand il y a la fourmi d'Argentine. Et maintenant, ça, c'est la Tapinoma. Et en fait, il y a des endroits où elle est en train de déplacer la fourmi d'Argentine. Donc, en fait, voilà, ça change. À un moment, il y a un problème avec une fourmi, après une autre fourmi qui vient. Mais c'est toujours des fourmis qui vont être très, très, très présentes. Donc, et puis, une fois qu'elles arrivent, c'est impossible de les éliminer. La fourmi de feu, ils avaient essayé aux États-Unis de l'éliminer.
Et ils avaient fait ce qu'on appelle le Vietnam de l'entomologie. Ils ont sprayé du DDT, des substances par avion, des quantités gigantesques. Donc, ils ont sûrement tué 95% des fourmis de feu, mais toutes les autres fourmis locales aussi. Et après, c'était pire, en fait, parce que ces fourmis qui avaient quand même des compétiteurs locaux, elles se sont retrouvées sans les compétiteurs locaux, elles avaient une densité encore plus élevée. Et puis, donc, ils ont eu droit aux produits chimiques. Et puis après, encore plus de fourmis qu'il y avait avant. Donc, voilà, je vais donner... voilà, j'arrive à la fin de cet exposé. Et puis, j'aimerais remercier mes étudiants. Moi, je présente un exposé assez général, mais pour la recherche qu'on fait, c'est surtout fait par les étudiants, par des doctorants et des post-doctorants. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et puis ça, c'est une petite photo de Lausanne. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le dessin, mais de Lausanne, de la ville où je viens. Merci beaucoup. Bonjour, ça marche? Bonjour. Alors, merci d'abord. Votre partie sur l'élevage m'a beaucoup intéressé et je voulais savoir si on avait déjà constaté que des fourmis faisaient sur leurs élevages de pucerons de la sélection artificielle pour sélectionner toujours de meilleurs pucerons pour que leur élevage devienne meilleur, ou est-ce que ça n'a pas encore été observé? Ça n'a jamais été observé. Ce qui a pu se passer, en fait, mais peut-être ça s'est fait, en fait, mais de manière involontaire. C'est que, par exemple, des fourmis, peut-être avec des techniques d'élevage des pucerons qui étaient plus efficaces. Et en fait, les pucerons, ça veut dire qu'ils seront reproduits plus. Et puis les fourmis qui ont fait ça, elles seront aussi reproduites plus. Donc, ce n'était pas volontaire, mais peut-être par des différences locales. Il est probable que ça se soit passé, mais on ne l'a jamais observé ou quantifié. Et ce serait difficile à faire... parce que nous, c'est ce qu'on fait quand on mange pour la nourriture, on fait de l'évolution expérimentale. On fait des manipulations où on choisit les individus qui produisent les plus grandes graines, les plus gros fruits, puis on laisse ceux-là se reproduire. Alors, les fourmis ne vont pas le faire d'une manière volontaire, en fait, mais probablement des différences de comportement entre colonies ont été associées avec une plus grande productivité, soit des pucerons, ou il y a aussi des individus, d'autres espèces qui vivent en fait dans les colonies de fourmis. Et il y a sûrement dû y avoir une sorte de coévolution de ce type. À mon avis, c'est un peu bizarre que les fourmis sont trop nombreuses et qu'ils ont trop beaucoup de succès parce qu'elles sont peut-être les seuls hyménoptères qui ne peuvent pas voler. Est-ce qu'il y a une connexion ou une relation, une réconciliation peut-être? Non. C'est-à-dire qu'il y a une phase de dispersion, c'est-à-dire que la reine et les mâles peuvent s'envoler, mais après, elles vivent à un endroit bien précis, donc il n'y a plus besoin de voler. Elles arrivent, elles ont beaucoup profité en fait, des pucerons. C'est quand les plantes à fleurs se sont développées que les fourmis sont devenues très communes sur Terre, en fait. Et c'était à cause de ça, c'était une invention importante. Elles vivaient plutôt sous terre. C'était un organisme qui vivait plutôt sous terre avant, qui devait être prédateur. Et quand il y a eu les plantes à fleurs et les pucerons qui sont développés, donc il y a eu une quantité de nourriture extravagante qui leur a permis de se diversifier et de devenir extrêmement commune sur Terre. Et puis pour ça, comme c'est local, il n'y a pas besoin de voler, en fait. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris, mais je pensais que les fourmis, c'était justement la reine qui arrivait à un endroit et qui crée une nouvelle colonie. Mais du coup, je comprends pas comment les fourmis peuvent être transportées par bateau. C'est une reine qui est transportée par bateau ou c'est des ouvrières? Enfin, ouais. J'ai raté le lien. C'est une très bonne question. Alors, ce qui peut se passer, c'est que chez certaines espèces, celle-là, il faut que toute la colonie soit transportée, la reine, avec des ouvrières. Et puis, les espèces qui créent le plus de problèmes sont des espèces qu'on appelle polygynes.
et comme les fourmis d'Argentine, qui peuvent faire des colonies où il y a beaucoup de reines qui sont dans la colonie. Et puis, souvent, elles s'accouplent dans le nid, en fait. Parce que s'il y a une seule reine, les individus vont s'envoler. Ils s'envolent de beaucoup de nids en même temps pour éviter la consanguinité. Mais si on a une population avec beaucoup de reines à l'intérieur, ça devient une petite population. Et des fois, elles évoluent l'accouplement à l'intérieur du nid. Et la plupart des espèces qui sont le plus propagées, y compris la fourmi d'Argentine, sont des espèces chez lesquelles il n'y a plus de vol nuptial, en fait. Et en fait, les individus s'accouplent dans le nid. Donc ici, il suffit qu'il y ait une reine et quelques mâles. Et avec quelques ouvrières, elles peuvent être transportées comme ça. Mais il faut des ouvrières toujours, en fait. Il y aura très peu d'espèces où on pourrait avoir une jeune reine fondatrice qui est transportée en fait, elles sont beaucoup transportées sur des fruits et des légumes, en fait. C'est ça la source principale de transport. Mais on pourrait avoir une reine fondatrice toute seule qui serait en fait transportée sur un fruit ou un légume. Mais souvent, c'est des espèces où il y a plusieurs reines, c'est celles-là qui se propagent le mieux et qui vivent aussi le mieux dans les endroits perturbés où on les trouve actuellement. Je me demandais par rapport à ces transferts de fourmis, si on est en train d'observer de l'hybridation avec les espèces locales, ou pas du tout, parce que biologiquement, elles sont trop différentes. Oui, alors des fois, ça peut se passer. Par exemple, les fourmis de feu, dans l'habitat natif, il y a différentes espèces, elles ne s'accouplent pas entre elles. Et puis aux États-Unis, par exemple, il y a 2 espèces qui ont été introduites. Il y en avait une qui s'appelait Solenopsis geminata, puis maintenant Solenopsis invicta, qui est en train de déplacer l'autre. Mais ce qui est marrant, c'est que dans l'endroit introduit, elles peuvent s'hybridiser, parce que probablement il y a des changements de leur mode de vie, par exemple quand elles s'envolent, qui fait que les perturbations, les changements dans l'écologie où elles vivent vont influencer leur comportement. Puis ce qui était sur une barrière comportementale à l'hybridisation, en fait, est tombé. Puis là, elles peuvent s'hybridiser. Mais souvent, elles peuvent être, quand elles sont déplacées loin, elles ne vont pas s'hybridiser parce que les espèces sont trop distantes. Par exemple, il y a beaucoup d'espèces qui viennent d'Amérique du Sud. Et les fourmis d'Amérique du Sud ne vont pas pouvoir s'hybridiser avec les fourmis européennes parce qu'elles ont divergé il y a trop de millions d'années, en fait. Et il y a beaucoup aussi un commerce, en fait, beaucoup d'espèces qui sont amenées aux États-Unis. Il peut y avoir des espèces africaines, mais elles ne viennent pas depuis l'Afrique. Souvent, elles sont même introduites elles passent en Amérique du Sud, elles établissent une population. Et on a pu montrer, en fait, que les fourmis qui sont interceptées aux États-Unis ou bien en Nouvelle-Zélande, 90% de celles qu'on intercepte, en fait, elles ne viennent pas de leur habitat natif. En fait, elles sont introduites à quelque part, elles s'établissent et de là, elles vont coloniser le reste du monde, en fait. Donc, en fait, il y a un effet de boule de neige. En fait, elles ont plus de chances d'arriver à des ports où il y a beaucoup de trafic. Et de ces ports, c'est aussi, une fois qu'elles ont une grande densité, ça va être super pour elles pour se propager dans le reste du monde. J'avais une question. Vous nous avez montré que maintenant vous étiez capable de traquer les fourmis un peu individuellement. Donc je me demandais si vous commenciez à observer des différences de personnalité, comportement au sein d'une même caste. Alors c'est sûr que de chez tous les organismes, il y a beaucoup de recherches sur la personnalité. En fait, les gens sont juste en train de découvrir ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'y a pas 2 individus qui sont identiques dans la même population. Si vous avez un frère ou une sœur, vous verrez qu'ils ne sont pas la même chose, même s'ils ont eu les mêmes parents. Donc, il y a une partie qui est... Chaque individu est différent. 2 individus génétiquement identiques vont être plus similaires, en fait. Mais dès qu'ils ne sont pas identiques génétiquement, il y aura des différences de physiologie, de morphologie et de comportement. Dans notre domaine, l'écologie évolutive, il y a tout maintenant plein de gens qui parlent, en fait, de ça. Je suis un peu surpris parce que c'est un peu trivial de redécouvrir ces différences. Donc chez les fourmis, il y a aussi pas mal de différences individuelles. Il y a aussi des différences génétiques. Si la reine s'accouple avec plusieurs mâles, par exemple, on trouve que les ouvrières d'un mâle ou d'un autre mâle, elles font souvent des choses différentes, en fait. Elles ont plus de chances de faire une tâche. En fait, les fourmis vont transiter entre les tâches. Elles commencent quand elles sont jeunes, elles sont nurses. Après, elles font intermédiaires, puis après, elles deviennent foragers. Et ça, c'est pas mal parce que ce qui est le plus dangereux, c'est de sortir du nid. Donc, les fourmis, elles ont compris le truc. Elles envoient les vieux à faire les trucs dangereux, pas comme chez l'humain, où on est stupide, on met les jeunes à l'armée. Les fourmis, elles mettent les vieux à l'armée, en fait. Parce que c'est beaucoup plus efficace pour la société de mettre les vieux à l'armée, parce que voilà.
Euh, donc les individus ont fait une transition et il y a une base génétique. Par exemple, si la reine est accouplée avec plusieurs mâles, les vraies sœurs en fait, vont être plus similaires dans leur comportement que des demi-sœurs. Puis après, il y a aussi des effets de l'environnement qui vont aussi agir sur le comportement individuel. Est-ce qu'entre différentes fourmilières, il y a toujours des comportements compétitifs ou on voit également de la collaboration? Alors chez 97% des fourmis, c'est toujours de la compétition. Après, il y a ces espèces qu'on appelle unicoloniales, comme la fourmi d'Argentine, qui, en Argentine, en fait, ont des sociétés où il y avait beaucoup de reines. Et à l'intérieur d'une grande, c'est des très grandes colonies. En Argentine, elle peut faire à peu près la moitié de cette salle. Il y a beaucoup de nids qui sont interconnectés, et là, il n'y a aucune agressivité. Mais par contre, entre différentes supercolonies, elles sont aussi agressives. Et ce qui s'est passé quand elles ont été introduites en Europe, au lieu d'amener beaucoup de supercolonies, on en a amené quelques-unes seulement. En Europe, il n'y en a que 2. Il y en a une qui va depuis le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie. Ça, c'est une grande supercolonie qui s'est propagée partout par l'humain, en fait. Elles sont amenées à quelque part avec des plantes et puis un camion qui les transporte là, etc. Donc on a eu une seule supercolonie qui fait, si on suit la côte, ça fait plus de 8000 km. Il n'y a aucune agressivité. On peut prendre une fourmi de Rome, du bord de la mer, l'amener ici ou bien au sud de l'Espagne, il n'y a aucune agressivité. Puis il n'y a qu'une autre supercolonie qui est en Catalogne. Et celle-là, elle se bat avec tout le reste de l'Europe. Et c'est vrai, c'est même pas un gag. On l'appelle, voilà, c'est la fourmi, la supercolonie catalonienne. Elle se bat contre tout le reste de l'Europe. Heureusement, elle n'est pas en contact avec tout le reste parce qu'elle disparaît très rapidement. Donc il y a quelques espèces comme ça, comme la fourmi d'Argentine, qui n'ont pas d'agressivité. Et ces fourmis, c'est les pires quand elles sont amenées à quelque part parce qu'elles peuvent justement... c'est des populations gigantesques. Aucune autre espèce fourmi locale peut... même si elles sont plus efficaces dans les combats 1 contre 1, c'est une colonie de 10 000 individus ou 100 000 individus qui se bat contre 100 millions d'individus. Donc elles vont perdre en fait. Bonjour, ici. J'ai une question. Quand on a une colonie qui peut faire plusieurs millions d'individus, est-ce qu'on a des informations sur la prise de décision? Comment... Ouais, c'est une bonne question. On ne sait pas exactement... Ce qu'on est en train d'observer, c'est que souvent, pour beaucoup de choses, il n'y a pas tellement de communication. Il y a un peu de la communication, par exemple, s'il y a de l'alarme. Par exemple, là, elles vont mettre une substance, tout le monde sait qu'il y a de l'alarme. Mais pour beaucoup de choses, c'est les fourmis qui font des décisions individuelles. Et beaucoup de fourmis réagissent, elles ont des seuils de réaction à différentes choses. Par exemple, on a fait des expériences dans notre système de tracking. D'un coup, la nuit, elles transportaient... Parce qu'on avait une partie qui était toujours noire, puis une autre partie où elles pouvaient chercher la nourriture, où il y avait jour et nuit. Puis il y avait un tube, en fait, qui était aussi jour et nuit. Et elles préféraient être dans le tube, parce que la partie ouverte, elles aiment qu'il fasse nuit, puis elles aiment aussi que ce soit fermé, en fait, que ce soit confiné, l'espace. Alors la nuit, elles transportaient les bébés dans le tube, en fait. Puis dès que la journée, elles les ramenaient comme ça. Puis on a regardé vraiment, on a fait des études très détaillées pour voir s'il y avait de la communication entre elles pour transporter. Parce que donc on voyait plein d'ouvrières qui transportaient les bébés au même endroit. Et en fait, on n'a pas pu trouver aucune communication. C'est chaque ouvrière qui allait, un moment, par hasard dans le tube, elle voyait que c'était mieux, elle commençait à transporter. Puis plusieurs ont réagi de la même manière. Donc on peut avoir des fois des comportements coordonnés comme ça, qui sont juste dus au fait que beaucoup d'individus ont les mêmes règles de décision et que ça peut donner des choses assez en fait, coordonnées. En fait. Merci. Est-ce que les fourmis sont sensibles aux pesticides? Est-ce que ça favoriserait l'introduction des espèces invasives là, du fait qu'elles ne volent pas, elles sont peut-être moins sensibles à l'épandage des produits liés à l'agriculture et donc elles seraient moins touchées par ces produits que les fourmis natives européennes qui sont... Non, je pense ce qui est vraiment important, bon, elles sont aussi sensibles aux pesticides comme les autres organismes, mais ce qui est vraiment important, c'est que beaucoup d'espèces introduites sont des espèces qui aiment les endroits perturbés. Donc l'humain perturbe beaucoup d'endroits.
elles ne vont pas tellement, ces fourmis invasives, dans les forêts ou les choses comme ça. C'est vraiment les endroits où il y a les humains. Ces endroits perturbés, c'est là qu'elles sont très heureuses, en fait. Et puis, donc, ce sont ces espèces qui ont beaucoup de reines polygynes, qui ont des super colonies, en fait, une biologie qui les fait bien adaptées pour ces endroits perturbés. Et nous, on n'avait pas tellement d'espèces locales qui faisaient ça. Par exemple, il y a pas mal d'endroits en Amérique du Sud, des endroits où il y a l'eau, d'un coup, ça va être complètement recouvert d'eau. Ensuite, il y a différents habitats, donc elles sont très opportunistes. Et ces espèces, c'est des espèces très opportunistes. Elles ne vont pas construire des nids complexes. Elles vivent n'importe où, sous les dalles, sous le goudron, etc. C'est ce type d'espèces, en fait, qui, une fois qu'elles sont introduites par l'humain, réussissent à bien se propager. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une certaine adaptation, une évolution en fonction des conditions climatiques des différentes colonies? Non, parce qu'on n'a pas de... on n'a pas pu suivre encore... on n'a pas de données à ce niveau. En fait, pour peu d'organismes, il y a des données qui montrent... Pour l'adaptation, il faut quand même pas mal de générations. Et on n'a pas vraiment de données, ni chez les fourmis, ni chez d'autres organismes, d'ailleurs. Alors, dans les répartitions des espèces, oui, ça, on sait que certaines espèces augmentent leur aire de répartition parce qu'il y avait des endroits qui étaient avant trop froids. Donc, les aires de répartition changent. Mais des adaptations, on connaît très peu de choses là-dessus chez les fourmis et chez d'autres organismes en général. J'avais aussi une autre question. On a vu que le caractère social était plutôt un avantage évolutif. Et en fait, pourquoi d'autres insectes n'ont pas également eu ce caractère-là? Bon, il y a les termites qui sont sociaux. Les termites ont un mode de vie très similaire à celui des fourmis. La seule différence, c'est que dans le Nil, il y a toujours le mâle qui vit, donc il s'accouple régulièrement avec la femelle. Et puis, une autre petite différence, c'est que les mâles sont diploïdes. Donc, ils ont des chromosomes qui déterminent le sexe. Ce n'est pas si l'œuf est fécondé ou pas. Donc, les termites sont aussi tous sociaux. Il y a pas mal de guêpes et d'abeilles qui sont sociales. Il y en a aussi des solitaires, mais il y a aussi pas mal de guêpes et d'abeilles qui sont sociales. Donc, il y a quand même plusieurs groupes d'insectes qui ont développé ça. Mais disons, un des facteurs qui est important, mais il y a plusieurs facteurs, c'est peut-être le fait d'avoir un aiguillon, en fait. D'avoir un aiguillon comme les fourmis ou les abeilles ou les guêpes, c'est pas mal parce que ça permet de défendre, en fait. C'est très efficace. Et la vie en groupe, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'organismes qui veulent attaquer quelque chose qui vit en groupe. Et c'est bien d'être efficace pour se défendre. Et le fait d'avoir un aiguillon fait qu'on est très puissant malgré qu'on soit petit pour se défendre contre des organismes qui vont attaquer la colonie, en fait. Donc le fait d'avoir l'aiguillon peut-être a favorisé l'évolution de la socialité chez les guêpes, chez les abeilles, puis les fourmis. Merci. Vous nous avez montré que par rapport aux fourmis, les humains ont inventé assez récemment l'agriculture, l'élevage, les médicaments, tout ça. Est-ce qu'on sait que, si les premières fourmis étaient dépourvues de ces techniques et que ça a aussi été une invention à un moment donné? Et est-ce que du coup certaines espèces ne les maîtrisent pas ou pratiquent plus ou moins certaines techniques Alors, bon, il y a des fourmis qui font l'élevage ou l'agriculture, mais elles ne font pas tout ça, en fait. Bon, il y a beaucoup de fourmis qui s'occupent de pucerons, ça c'est important. Dans les premières fourmis, ça devait être différent, en fait. Au cours du temps, elles avaient plutôt des petites colonies. Au début, elles vivaient sous terre, et c'est plus tard qu'elles ont commencé à sortir de sous terre pour commencer à vivre sur les arbres, élever les pucerons. Donc c'est aussi venu par différentes étapes. Et il y a différentes espèces d'abeilles qui ont des niveaux différents de socialité, qui se sont arrêtés à certains niveaux de socialité. Donc on n'a pas de fourmis peu sociales, en fait. Elles sont toutes très sociales. Les seules qui sont devenues moins sociales, c'est des fourmis parasites. En fait, il y en a qui ont même perdu les ouvrières, mais c'est secondaire. Parce que la reine, elle entre dans un nid et puis elle va profiter des ouvrières d'une autre espèce pour élever des nouvelles reines. Des fois, elle tue la reine locale ou des fois, elle s'accroche dessus.
Elle va produire des bébés qui vont être élevés par les ouvrières d'une autre espèce. Et puis il y en a aussi qui sont esclavagistes, qui vont chercher dans d'autres espèces des ouvrières. Elles prennent des bébés, des larves, puis les bébés vont naître de la colonie, ils croient qu'ils sont à la maison, puis ils travaillent pour le parasite, en fait. Il y a même des espèces très spécialisées où elles ne peuvent plus élever les bébés elles-mêmes, où elles ont des mandibules particulières pour attaquer, mais elles ne peuvent pas s'occuper de ces bébés. Donc elles ont besoin d'aller voler des bébés dans d'autres colonies. Bonjour. Ici. Vous avez étudié donc le comportement des fourmis. Lors de vos observations, vous avez remarqué si certaines de ces fourmis agissaient à l'encontre de la fourmilière, ou elles étaient toutes entièrement dévouées à la survie et au fait que leur reine survive. Ouais. Alors, il y a des fourmis où les ouvrières peuvent encore se reproduire. Et à ce moment, ça peut créer un conflit. Et il arrive des ouvriers essaient de se reproduire. À ce moment, typiquement, elles vont être attaquées par d'autres ouvrières. Donc, il y a une police locale dans la société qui fait que les individus qui échappent à ça sont attaqués par d'autres individus. Donc, quand elles se reproduisent, elles produisent des substances qui sont liées au développement des ovaires. Et d'autres ouvrières peuvent détecter ça et les attaquent. Et puis, une autre chose, il y a un conflit. Bon, ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais les ouvrières, en fait, qui sont des femelles, elles sont plus apparentées à leurs sœurs qu'à leurs frères, parce que, comme le père est haploïde, elles reçoivent toujours le même génome, en fait, du père. Elles sont 3/4 des gènes en commun entre elles, au lieu de 50% pour nous, entre frères et sœurs. Et puis, par contre, elles sont moins apparentées à leurs frères, parce que le frère, il n'a pas de gène de la maman. Donc l'ouvrière, elle a la moitié de son génome qui peut jamais être non, le mâle n'a pas de gène du père. Donc l'ouvrière, elle a la moitié de son génome qui peut jamais être présente dans ses frères. Donc elle est en fait 3 fois plus apparentée à ses sœurs qu'à ses frères. Puis pour la transmission des gènes, comme on a vu avant, si on veut transmettre ces gènes, il faut favoriser les individus les plus apparentés. Et les ouvrières, en fait, vont favoriser les individus plus apparentés. Elles essayent de produire plus de reines et plus de femelles que de mâles, en fait. Et la reine, elle est apparentée également à ses fils et à ses filles. Donc il y a un conflit entre la reine et les ouvrières sur le sexe ratio. Et les ouvrières manipulent le sexe ratio. Des fois, elles tuent des mâles, leurs frères, et puis elles emploient la nourriture pour nourrir plus de nouvelles reines, en fait. Donc il y a des conflits comme ça qui peuvent même aller à des ouvrières qui tuent des frères pour produire plus de sœurs auxquelles elles sont plus apparentées.